Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui peut sembler un peu rébarbatif, la comptabilité. Mais attendez, je vous promets, oubliez tout de suite l'image des bilans poussiéreux et des colonnes de chiffres. Ce qu'on va découvrir ensemble, c'est que derrière cette technique se cache en fait une technologie, une véritable révolution qui a littéralement sculpté le monde moderne dans lequel on vit. Quand on réfléchit aux inventions qui ont tout changé, on pense tout de suite, bien sûr, à la machine à vapeur, à l'imprimerie, à des choses très concrètes, des mécanismes. Mais si l'outil le plus puissant de tous n'était pas une machine, mais une idée, une simple méthode pour organiser l'information, pour voir le monde différemment? Eh bien, la réponse, elle est peut-être juste là, dans les pages d'un vieux registre comme celui-ci. L'invention qui a servi de fondation à tant d'autres, c'est un système de comptabilité né au beau milieu de l'agitation commerciale de l'Italie de la Renaissance. Allez, on plonge dans cette histoire. Pour bien saisir l'ampleur de cette révolution, il faut s'imaginer les cités-États italiennes, vers les XIIIe, XIVe siècles. C'était un carrefour commercial incroyable. Des fortunes se créaient, se perdaient. Mais imaginez la complexité. Comment un marchand pouvait-il savoir s'il était vraiment en train de gagner de l'argent ou d'en perdre? C'est là qu'une idée, d'une simplicité et d'une élégance folle, va tout changer. Et cette idée, c'est la comptabilité en partie double. Le principe est simple mais génial. Débit et crédit. Pour chaque opération, il y a une contrepartie. J'achète de la marchandise, ok, mon argent diminue, ça c'est un crédit, mais en face, mon stock augmente, ça c'est un débit. L'un équilibre l'autre. Les livres sont toujours à l'équilibre. Et pour la première fois, un marchand pouvait avoir une vue d'ensemble, une image cohérente et mathématiquement juste de ses affaires. C'était une véritable photographie de son entreprise. Mais attention, cette révolution comptable n'aurait jamais pu voir le jour sans une autre révolution, purement mathématique cette fois. Le passage des chiffres romains, qui était un véritable casse-tête pour le calcul, aux chiffres indo-arabes, introduits en Europe en 1202. Franchement, essayez juste de multiplier CXXI par XLV, bon courage. Avec les nouveaux chiffres, le calcul des intérêts, des taux de change, des profits, tout devenait soudainement faisable. L'outil mathématique était enfin là, et celui qui va vraiment mettre cette méthode en lumière, c'est lui, Luca Pacioli, un moine franciscain, un mathématicien. Alors il n'a pas inventé le système, attention. Les marchands vénitiens l'utilisaient déjà depuis presque 200 ans. Mais lui, en 1494, il va le décrire, le théoriser dans un grand traité. Et grâce à l'imprimerie qui venait d'arriver, son manuel va se diffuser partout en Europe. Il va standardiser et populariser cette fameuse méthode vénitienne. Et maintenant, on va voir comment cette simple technique a en fait construit quelque chose de bien plus grand. Parce que la comptabilité en partie double, ce n'est pas juste une façon de tenir des registres. C'est une véritable machine à penser, une machine intellectuelle qui a créé les conditions d'une nouvelle mentalité économique. C'est un sociologue, Werner Sombart, qui a été l'un des premiers à vraiment le formuler. Pour lui, la partie double a fait bien plus que simplement enregistrer l'activité capitaliste. Elle l'a en quelque sorte engendrée. En transformant le chaos des affaires en un système de chiffres clairs et ordonnés, elle a fait naître le concept même de capital. Une somme d'argent abstraite qui existe indépendamment des biens physiques et dont l'unique objectif est de croître. L'entreprise devient alors une entité à part entière et son propriétaire, il n'est plus qu'un créditeur de sa propre affaire. Et c'est là qu'on touche au cœur de l'idée. C'est vraiment la révélation de cette analyse. La comptabilité n'a pas seulement été un outil pour le capitalisme, elle lui a fourni son langage, sa grammaire, sa structure profonde. On connaît tous cette formule célèbre de Karl Marx pour décrire le capital. A, M, A'. On part d'une somme d'argent, A, on l'échange contre une marchandise, M, puis on revend cette marchandise pour obtenir plus d'argent, A'. C'est vraiment le cycle fondamental du capitalisme. Eh bien, ce cycle, c'est tout simplement la description narrative exacte de ce qui se passe dans un livre de compte en partie double. L'argent de départ, A, est investi dans des marchandises, M. Quand on vend ces marchandises pour plus d'argent, A', le système comptable ne fait pas que noter la vente, non. Il suit la transformation de la valeur à chaque étape, et il enregistre cette différence, la plus-value, comme une croissance du capital lui-même. Le cycle de Marx est le mouvement de la valeur tel que la comptabilité le voit et l'organise. La comptabilité, c'est en fait le système d'exploitation du capital. Maintenant, prenons un peu de recul. Cette nouvelle mentalité, cette obsession du calcul, elle n'est pas apparue seule dans son coin. Elle faisait partie d'un mouvement intellectuel beaucoup plus large qui a déferlé sur l'Europe à la même époque, ce qu'on pourrait appeler le paradigme du calcul. C'est absolument fascinant quand on met les dates les unes à côté des autres. Au même moment où les marchands se mettent à tout quantifier dans leurs livres de compte,
Les artistes, les ingénieurs, les astronomes, les navigateurs, ils se mettent tous à faire exactement la même chose dans leur domaine respectif. Et ça illustre un point fondamental. La perspective en peinture, c'est de la géométrie appliquée pour représenter l'espace. La balistique, c'est de la géométrie pour calculer la trajectoire des boulets de canon. La cartographie, la navigation, le principe est toujours le même. On traduit le monde réel en une représentation abstraite, numérique, on manipule cette représentation grâce au calcul, et on utilise le résultat pour agir sur le monde. C'est un nouveau système d'exploitation pour la réalité elle-même. Et toute cette histoire, qui a commencé il y a 7 siècles sur les quais de Venise, trouve un écho incroyablement puissant aujourd'hui. Parce que cette même logique, cette même façon de voir le monde à travers les chiffres, est maintenant appliquée à la manière même dont nos États sont gérés. Depuis les années 80, une doctrine s'est imposée un peu partout dans le monde, le nouveau management public. L'idée de base est assez simple. Pour être plus efficace, l'État doit fonctionner comme une entreprise privée. Il doit chercher la compétitivité, optimiser ses ressources, mesurer ses performances. Et quel est l'outil principal de cette grande transformation? La comptabilité, bien sûr. On est passé d'une compta budgétaire assez simple, qui vérifiait juste que les dépenses collaient au budget voté, à une comptabilité patrimoniale en partie double, exactement comme une entreprise. Le but n'est plus seulement de contrôler une dépense, mais d'avoir une image fidèle de la santé financière de l'État. Et pour ça, on dresse un bilan complet, on met une valeur monétaire sur tout, les routes, les écoles, les musées, mais aussi les dettes, les futures retraites à payer. Et ça nous amène à la question finale. Cette logique du bilan, cet outil formidablement puissant qui a permis de bâtir le capitalisme, est en train de redéfinir ce qu'est un État. Mais une entreprise, son but ultime, c'est le profit. Un État, ses missions sont beaucoup plus larges, plus complexes. Alors quand on regarde une nation à travers le prisme d'un bilan comptable, qu'est-ce qui est valorisé? Et surtout, qu'est-ce qui, n'ayant pas de valeur monétaire directe, risque de devenir totalement invisible? Voilà une bonne question sur laquelle réfléchir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.